Bienvenue à Résonance. Bonjour et bienvenue à Résonance en direct sur la radio L'Écho des Planches sur 100.1 FM et les podcasts, c'est sur l'échodesplanches.net en un seul mot. C'est donc la 6e saison et la 27e numéro de Résonance, des rencontres organisées par le Centre de développement chorégraphique d'Avignon pendant le festival l'été. 134 invités sont déjà venus parler de leur spectacle depuis 2010, date à laquelle nous avons initié ce projet. Résonance n'est pas une tribune critique, personne n'est là pour juger personne, c'est un endroit où les artistes peuvent présenter leurs spectacles qui sont à l'affiche pendant le festival. Un moment important dans ce maelstrom qu'est le off pour tirer son épingle du jeu et vous donner envie, à vous auditeurs, à vous public de la Calade, à vous professionnels, à vous journalistes, d'aller voir ces spectacles de danse. Une édition de Résonance plus courte que d'ordinaire, 1 heure, mais à un horaire choisi par notre partenaire la Maison Jean Villard et son directeur Jacques Théphanie. 1 heure et 4 invités qui se produisent dans toutes les salles du off et charité bien ordonnée, commençant toujours par soi-même, un petit tour vers le CDC. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui José Lopez Espinosa et son danseur Guy Nader qui fera la traduction. Aujourd'hui, José Lopez Espinosa présente Lowland au Centre de développement chorégraphique du 10 au 20 juillet à 15h30. C'est une pièce qui est soutenue par l'Institut Ramon Llull de Catalogne, qui est partenaire du Centre de développement chorégraphique. Cher José, tu viens de Barcelone, donc. Tu y travailles, tu as une compagnie là-bas, tu présentes des spectacles en Barcelone. Bonjour. Bonjour. Bonjour, I will speak in English. Yes, I live in Barcelona, and I'm based in Barcelona since 2007. Oui, je vis à Barcelone depuis 2007. But I studied in the Netherlands, so I'm all the time in between Barcelona and the Netherlands, both Amsterdam and Rotterdam. J'ai étudié à Amsterdam, donc parfois je pars à Amsterdam et à Barcelone, donc entre les deux pays. C'est la première fois que tu présentes ton travail en France ? Oui. Oui, donc c'est la première fois à Avignon aussi alors. Oui, oui. Quelle sensation tu as d'être dans ce festival pour vous qui avez aussi quand même beaucoup d'initiatives culturelles en Catalogne pour faire connaître la danse? On pense au festival Gris par exemple à Barcelone. Qu'est-ce que tu penses de ce festival? Well, for us it's a fantastic opportunity to be here because it's really a big window to the French audience. C'est fantastique d'être ici parce que c'est un grand fenêtre pour connaître les spectateurs français. We are extremely happy to present Lowland in such a fantastic place like the CDC. Alors justement, à propos de Lowland, c'est un travail sur l'envol. Comment t'es venue cette idée de travailler sur cet envol justement, sur ce rapport au saut, aux oiseaux peut-être? It happened during a period of the birds' migrations. I was in Madrid, and there is a migration way over the city. Et j'étais à Madrid et j'étais en train de voyager à Madrid et j'ai vu la migration des oiseaux. So it was hundreds and thousands of birds flying all in the same direction. 1000 et 1000 des oiseaux qui s'envolent dans la même direction. So it's astonishing when you look up, and then you start wondering for how many kilometers they are flying. C'était magnifique de voir ça et elle a demandé à elle-même combien de temps ils peuvent voler.
So actually the moment you see the birds passing, you see a very short moment of a very long journey. Quand tu vois les oiseaux qui se passent, tu vois un petit moment d'un grand voyage qu'ils font. Et du coup, ça t'a donné envie de traduire ça sur scène? Yes, because there is something about this very big effort, this odyssey, that you manage to do it because of teamwork. Il y a quelque chose d'effort et qui fait qu'ils s'engagent à un travail de groupe, quoi, tous ensemble. Donc c'est ça ce qui... Because actually the birds work as a team. They manage to do the big migrations because they function as a real team. Ils peuvent faire la migration grâce aux collaborations, parce qu'ils volent en groupe. En fait. Alors justement, dans le spectacle, on s'attendait qu'avec cette migration, il y ait plus de 2 danseurs, et en fait c'est un duo, donc tu as concentré cette énergie de l'envol sur 2 danseurs, toi-même et Guy qui traduit actuellement. Et comment avez-vous réussi, parce que vraiment on a cette sensation extraordinaire du vol, vraiment du moment, du geste exactement très précis, de l'envol de l'oiseau, du mouvement de l'aile. Comment vous avez travaillé vous avez observé, vous êtes allé beaucoup voir des oiseaux, ou naturellement vous avez réinventé, vous avez stylisé ce mouvement? We watched a lot to the birds. We watched a lot the birds, movies and documentaries. Et oui, on a regardé des documentaires à propos de l'envol des Combien de temps ça vous a pris cette observation pour faire la pièce? Tu as travaillé combien de temps pour monter Lowland? 1 year and a half. 1 an et demi. But we didn't want to represent, or we didn't want to copy the birds. We are 2 human beings. Oui, oui, oui. On veut pas représenter ou faire littéralement comme c'est très stylisé, oiseaux. oui, c'est vrai. Mais on a cette sensation que même nous, par moments, on a tendance à lever les bras pendant qu'on regarde le spectacle, et il y a une espèce d'empathie avec ce geste, effectivement très stylisé, qui n'est pas du tout une aile d'oiseau, mais qui permet quand même de comprendre exactement. Et à la première seconde, on sait, même si on n'a pas lu le programme ou la note d'intention, on voit exactement qu'il y a cette idée de ce mouvement des ailes d'un oiseau, vraiment. Because we thought like, which strategies do we have to come close to the movement of flying, because we cannot fly. Yeah. On a essayé de s'approcher. Oui, de s'approcher. De s'approcher des stratégies, parce qu'on est des êtres humains, on ne peut pas voler, donc on a essayé des tasks, des tasks physiques, on dit, je sais pas comment on dit tasks. Oui, c'est ça, c'est voilà, la force, le style, oui. Jonah Boker qui est à côté peut traduire toutes les entre 36 ans. So we worked on mechanics. Ouais. Yeah? How many times do birds flap their wings, for instance, and how we create the mechanics with the arm? Basiquement, on a essayé de créer des mécaniques avec les mains, les bras, pardon. And then we worked on how far we can go in effort, in physical effort. Et puis on a surtout travaillé sur l'effort physique aussi. Et alors surtout, vous avez retranscrit cette idée de l'envol avec une machine complètement archaïque, c'est-à-dire presque l'inverse de l'idée que vous voulez imposer sur le plateau d'une danse très moderne, d'une danse très engagée, très physique. Et il y a une espèce d'outil quand même très simple, très pur, qui retranscrit une image un peu, pour le coup, comme Daskino au début du cinéma muet, quoi. Il y a cette espèce de petit envol comme ça sur un petit tour en bois que tu tournes. Ça, c'est assez étonnant, ce moment est très poétique, parce que du coup on voit que tu vous vous évertuez à faire un effort avec ce mouvement, et puis tout d'un coup il y a ces petits oiseaux là aussi stylisés, cette mécanique que vous apportez. Comment vous avez eu l'idée d'introduire tout de suite cette image? On one side, because we have worked already in other pieces with this low technical means. Et premièrement, c'est parce que l'idée de Zoetropo, c'est parce qu'avant aussi, elle a déjà travaillé avec ce qu'elle appelle, ce qu'on dit, les techniques artisanales, quoi. Oui. Pour projeter. Pardon. And we really like that the audience can see the trick. So what they see
on stage, they see how it works. Et ce qu'elle aime aussi, c'est que les spectateurs ils peuvent voir comment le mécanique de ce zoétrope passe. But especially, it was because we want to suggest this idea of flying, of big effort, of teaming up, all this complicity. Once again. That we really. Jonah peut prendre le relais. Voilà, Jonah, viens avec nous. Jonah Beaucaire qui va faire une traduction en live de José Lopez Espinosa. Ça, c'est grand quand même. Il n'y a qu'à Résonance qu'on a ce genre de choses. Let's go. So we really. In the microphone, please. We really wanted to bring on stage this idea of flying, of two people making a big effort to make this big journey like a migration. C'était un grand effort de traduire, les efforts des oiseaux, mais aussi la complicité que vous avez. Okay. And so we wanted that this suggestion came from us. So the first moment that you really see birds on stage, it's an illusion, Voilà. an optical illusion. C'est ça, c'est toujours ce rapport entre le vrai et le faux. D'une certaine manière, dans ce travail, il y a à la fois quelque chose qui fait vraiment penser à des gestes d'un oiseau, et puis des vrais oiseaux qui interviennent tout le temps pour faire la relation entre l'imaginaire et le réel. C'est courant dans ton travail. Tu aimes bien travailler toujours comme ça, entre quelque chose d'imaginaire et puis le concret, la chose très réelle. C'est ça qui t'intéresse dans la danse, oui? Yes, it's one of the things I really like that to make magic or to come as close to magic as we can, but to show the trick and that even when you see the trick, you get touched. D'accord. Tu as déjà créé combien de pièces avant celle-ci, José? Combien de spectacles tu as chorégraphié avant ce spectacle Lowland? How many pieces did you perform? 5 pieces. Before, huh? Okay. Yeah, we made You 5 worked with pieces. Angel Margaret before? You work with Angel Margaret? Yes, I worked with Angels Marguerite for many years. She's not here. We invite her a lot. Mais du coup, tu as un interprète, Guy Nader, qui est d'origine libanaise, qui travaille à Barcelone. Quand vous vous êtes rencontrés, il est toujours dans ton travail, il fait partie de la compagnie depuis longtemps. Vous travaillez ensemble depuis longtemps? We know each other from a long time. On se connaît, ça fait longtemps, mais dans ce travail, c'était la première fois qu'on collabore ensemble, en fait. On a fait ce travail en 2013. But we share this strong energy. On a presque la même énergie, la même physicalité qu'on partage. Ce qui est assez beau, c'est que dans le début du spectacle, José est toute seule sur la scène, elle commence le mouvement, et puis tu viens te placer derrière elle à un moment donné, et tu reprends ce mouvement, et là, on voit effectivement ce que tu décrivais dans le ciel, l'arrivée de ces oiseaux, parce qu'en fait, on sait que maintenant, on a observé ça, les oiseaux se relaient pour prendre la tête de la migration, donc on a vraiment cette impression que quelqu'un vient rejoindre ton geste, puis toi tu vas te mettre un peu plus derrière et c'est lui qui devient le leader du mouvement, et ça c'est assez fort aussi parce que ça fait tout de suite fonctionner l'imaginaire de ce relais, voilà, de ce lien qu'il y a entre le leader du groupe et le danseur. On retrouve ça dans des chorégraphies. Ça c'est bien, c'est très beau. You understand, José? A little bit. Okay. Bon, en tout cas, je recommande vivement d'aller voir ce spectacle Lowland, qui est déjà un fort succès. On est complet depuis 3 jours, c'est vraiment formidable. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Est-ce qu'après ce spectacle, il y a une autre création qui se prépare? José, pour toi? Did you perform another one? A new piece? Yeah. Yes, we are making a new production that we will premiere in the fall in Rotterdam. It's called November, and again it goes again on collaboration. With Guy? Non. Non, il n'a pas Désolé. voulu. He's very busy at this moment. Il n'a pas voulu. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup, José Lopez Espinosa et Guy Nader, ce duo inséparable à la scène comme à la ville, du coup, maintenant, puisque l'un traduit les phrases de l'autre. On peut vous retrouver donc tous les jours jusqu'au 20 juillet à 15h30. Attention, relâche le 15 juillet, il faut se précipiter pour voir le spectacle. Et on est toujours bien sur l'écho des planches 100.1 FM. Et donc, on va accueillir maintenant
on a déjà entendu sa voix, Jonah Beaucaire, qui, en fait, cher Jonah, c'est le retour au bercail. Tu as retrouvé voilà, ton rond de serviette dans la maison Jean Villard, puisque on a eu la chance de t'accueillir, je crois, depuis 2011 avec Filter, le centre de développement chorégraphique, et les hivernales ne peuvent pas se passer de toi. Chaque année, on a besoin de ta présence. Même cette année, on a déjà présenté ce magnifique spectacle Museum of Nothing qu'on peut absolument découvrir voilà, à la Belle Seine-Saint-Denis. Je remontre ça dans la salle parce que c'est vraiment une initiative extraordinaire. Donc, moi j'ai envie de dire que ce duo avec Antoine Dufeu que tu présentes 2 jours seulement, donc à 10h à la parenthèse, c'est un peu un moment atypique dans ton travail parce que d'une certaine manière la parole prend le dessus sur la danse, et d'habitude c'est vrai que toi qui es un danseur accompli, tu passes assez peu par la parole. Peut-être on retrouve cette tentative dans le syndrome d'Ulysse, le duo qu'on t'avait commandé avec ton père en 2013, mais quand même d'habitude c'est la danse, on n'est pas du tout dans un travail sur la parole et la jonction avec la parole dans ta danse. Comment t'es venue cette idée d'Antoine Dufeu? Est-ce que tu peux resituer un petit peu Museum of Nothing, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Comme vous avez dit, c'est vraiment un plaisir de revenir ici, dans la ville d'Avignon, et grâce au CDC Les Hivernales, je crois que c'est le 5e fois ou 6e fois que notre chorégraphie, nous avons de la chance de partager ici à Avignon la chorégraphie. Alors pour Museum of Nothing, c'était une commande par le festival Concordance. Et le festival Concordance propose des rencontres et des commandes entre un chorégraphe et un auteur. Et grâce à Antoine Dufeu, l'auteur et dramaturge, nous avons de la chance pour un nouveau texte. Et c'est vraiment un nouveau texte pour la pièce. C'est 30 minutes. Et dans tous les écrits d'Antoine Dufeu, il y a une vraie virtuosité avec la langue et les phrases. C'était vraiment la proposition, c'était très choquante parce que il m'a proposé de jouer en français pour 30 minutes avec lui. Et la proposition était très forte. Alors raconte-nous un peu Museum of Nothing, c'est pas n'importe quoi, parce que certes il y a ce texte qui est une création d'Antoine Dufeu, une poésie contemporaine qu'il a créée à cette occasion, mais toi tu as souhaité quand même réactiver en fait une performance. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur Museum? Oui, bien sûr. En fait, on a trouvé une performance et une inspiration de Joseph Beuys, le plasticien allemand, qui en 1974, pour le vernissage de la galerie René Bloch, qui était galeriste de Düsseldorf, pour la première exposition de sa galerie à Soho, à New York, Joseph Beuys a proposé de vivre ensemble avec un coyote sauvage dans la galerie. Un coyote sauvage, vous avez bien entendu. Et pour nous, pour moi et Antoine Dufeu, on a utilisé cette idée et performance avec bien sûr la permission comme une métaphore en fait. Et ça nous aide d'imaginer des liens et des conflits entre l'Amérique et la France, la danse et le texte, et en fait nous deux comme chorégraphes et écrivains. En tout cas, il y a beaucoup d'humour dans ce travail. Peut-être c'est la première fois que je vois autant de gens rire à un spectacle de Jonah Beaucaire, parce que c'est vrai que ta danse est quand même vraiment en général très pleine, très forte, elle appelle à la réflexion. Et puis là, on te voit carrément dans un geste poétique avec Antoine, et tout le monde est vraiment très détendu, s'amuse beaucoup. Tu crées d'ailleurs une petite chorégraphie introductive que tout le monde reprend. Et quand on l'a fait à l'université d'Avignon il y a quelques temps dans le cadre de la reprise du spectacle pour Concordance, dans l'université, la bibliothèque universitaire, tout le monde était en train de faire cette petite danse, et nous-mêmes on était très surpris de l'empathie du spectateur avec cette proposition. Mais du coup tu disais qu'il y a un double exploit pour toi. D'abord il y a l'exploit d'apprendre par cœur un texte et de le dire en français. Est-ce que ça a été compliqué, difficile? Est-ce que tu t'es senti un travail particulier pour toi du coup d'interpréter ce texte? En fait, c'était fascinant grâce à
grâce vraiment à la commande de Concordance, mais aussi une résidence à la Fondation Camargo en région, et aussi une résidence au Centre national de la danse pendant certains temps, l'hiver et le printemps. On a vraiment plongé dans le texte, et parce qu'Antoine Defeu est dramaturge aussi, c'était bien fort. Et vous avez raison, c'était le 14 avril à l'Université d'Avignon. En fait, dans la rotonde, on a bien placé la production là-bas. Et en fait, la pièce propose un espace des cubes, en fait. Et c'est vraiment une scénographie très légère, mais c'est une cage, en fait, une cage gris. Et pour chaque représentation de Concordance, nous avons 6 par 6 mètres. Et c'est très modulable. Alors justement, dans la parenthèse, comment tu installes la scénographie? Puisque bon, là c'est dans un rapport frontal, tu parlais de la rotonde, on était tout autour de toi. Là, comment tu as mis ta scénographie? Tu reprends la frontalité de la pièce, tu es obligé, ou tu as changé là aussi la mise en scène, non? Exact. Alors pour Théâtre de la Parenthèse, 14 et 15 juillet à 10h, pour la mise en espace, c'est vraiment un jardin que j'adore beaucoup, et je trouve que c'est très intime avec le public. Il y a bien sûr le gradin et le plateau, mais je trouve qu'avec la cage qui est transparente, ça donne un cadre très très clair pour notre pièce et aussi pour la proposition Concordance, et c'est vraiment l'espace très simple. Tu es arrivé hier de New York, je crois, et tu as pu aller voir un peu le lieu. Tu as pu faire une répétition déjà dans l'espace? En fait, en avril, on a déjà visité le lieu et beaucoup de planning avec le lieu. Mais c'est vrai que, oui, après 12 représentations à Lincoln Center à New York, je suis arrivé hier soir à Avignon. C'est ça. Donc ça va, t'es pas trop jet lag, tout va bien, tu tiens le choc? Totalement énergétique. Ah d'accord, super. Donc c'est bien, il n'y a que les Américains qui supportent le jet lag en fait finalement. Nous on est un peu trop fragile. Et est-ce que c'est possible de recomposer avec Museum of Nothing un autre programme pour avoir aussi une autre performance qui accompagne ce programme? Est-ce que c'est une idée que tu as comme ça? Et du coup, est-ce que ce spectacle tu l'as donné à New York en français? En fait, merci pour cette question. Nous sommes en train d'imaginer une autre édition de cette pièce, et peut-être grâce à une traductrice française, une traduction du texte. De Antoine Defeu. De Antoine Defeu. Et version française, version anglaise, du coup, dans la même journée. Je ne sais pas dans la même journée, mais c'est vrai que le remontage de cette pièce, c'était en Amérique, en Atlanta. Et grâce à Georgia Tech, en Atlanta, en ville d'Atlanta, on a remonté la pièce en français, en Amérique. Et ça, je trouve intéressant pour cette préparation. Alors toi, c'est la deuxième fois que tu viens à Avignon l'été, puisque tu avais déjà fait un sujet à vif avec une pièce donc, qui s'appelait Curtain, c'est ça, avec voilà, ton scénographe préféré. Quelle est ta sensation de revenir là comme ça à Avignon? Est-ce que c'est important pour un chorégraphe américain? Est-ce que tu penses qu'il y a des connexions avec d'autres festivals que tu connais, que tu fréquentes? Parce que tu sais, la France, on croit toujours qu'on est le plus grand théâtre du monde à Avignon, mais qu'en penses-tu du coup? Oui, c'est vrai et merci. En 2012, il y avait une commande au Jardin de la Vierge grâce à la SACD. Régine Chopineau qui t'avait commandé, voilà. Exactement. C'était avec le scénographe Daniel Archin et 2 interprètes aussi. Une coproduction avec New Settings. Et Fondation Hermès. Exactement. Et je trouve que la ville d'Avignon, aussi pour les artistes américains, on a plein des échos très forts. Normalement avec le théâtre, mais aussi avec la danse. Il y a une longue histoire des échanges et des commandes. Mais c'est vrai que depuis 2002, pour presque 13 ans à New York City, aux États-Unis, ma passion est vraiment de réactiver
la danse contemporaine aussi à Brooklyn pour une nouvelle génération des chorégraphes et des interprètes. Oui, on ne sait peu d'ailleurs, mais il faut dire que tu es une des figures un petit peu... tu es un phare à New York avec 2 lieux, avec chez Bushwick que tu as créé et que tu animes, et puis CPR effectivement à Brooklyn que j'ai eu la chance de visiter, on s'en souvient, qui est un lieu aussi où il se passe beaucoup de choses à New York, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un exploit parce que la vie d'un artiste chorégraphique aux États-Unis n'est pas du tout la même que dans une compagnie française. Il faut toujours aller chercher les fonds et les ressources, et donc s'occuper vraiment de ces 2 lieux, c'est un exploit. Et moi je suis témoin que tu fais beaucoup pour la danse à New York, et je sais que les artistes américains t'apprécient beaucoup, les chorégraphes, les danseurs. Est-ce qu'il y a des projets là? Tu prépares une nouvelle création, un nouveau spectacle? Il y a quelque chose qui s'annonce? Merci beaucoup Emmanuel, c'est vraiment une profonde remarque. C'est vrai que le système en France de CCN et aussi évidemment de CDC m'a beaucoup touché depuis longtemps. Et à New York aux États-Unis, c'était une initiative très indépendante et par les artistes et pour les chorégraphes pour avoir des lieux de la recherche indépendante. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup avec le développement chorégraphique. Oui, c'est vrai que avoir un lieu de stabilité nous aide beaucoup, et je prépare pour 2016 avec Daniel Archem aussi une création à la BAM qui commence en octobre. Très bien, bon, il faut nous en parler, il faut revenir. D'ailleurs, pour les plus attentifs, il faut quand même se rappeler que donc, tu as dansé ici dans une exposition que tu avais fait venir du monde entier, des œuvres de Liu Fal qui étaient installées dans la calade de la maison Jean Villard. Et donc on avait On Vanishing à l'étage dans la grande galerie avec une musique de John Cage que tu avais interprété. Ça a été le best-of du festival en 2013 quand tu es revenu avec ce projet. Merci beaucoup. Donc on peut absolument aller voir, il faut vous précipiter, ça dure uniquement 2 jours, voilà, c'est les fêtes 14 juillet, tu es notre feu d'artifice, donc à la parenthèse 14 et 15 juillet à 10h, Museum of Nothing, Jonah Boker, Antoine Dufeu, extraordinaire, inattendu, spectaculaire, voilà, la belle Seine-Saint-Denis, toujours à la pointe, il faut vraiment aller voir ça, si vous avez du temps. On est toujours évidemment en direct sur l'écho des planches, 100.1 FM, merci beaucoup Jonah. On va accueillir maintenant 2 autres personnalités importantes du milieu de la danse. Ils vont se saisir des micros en la personne de Marcia Barcelot et Carl Biscuit qui présentent la théorie des prodiges de leur compagnie Système Castafiore, voilà, au centre de développement chorégraphique. Voilà un bon choix du CDC jusqu'au 20 juillet, 21h45. On cite les interprètes parce qu'il y a vraiment un travail collectif là, qui est opéré sur le plateau. On va en parler. Caroline Chaumont, Daphné Maugère, Sarah Pasquier, Agali Vandam qui sont des danseuses, Camille Joutard qui est chanteuse extraordinaire au plateau, et puis Florence Ricot qui est comédienne qu'on voit en hologramme apparaître. Alors au départ il y a la découverte de ce fameux manuscrit du XVIe siècle qui répertorie les miracles et les prodiges survenus, comme vous l'avez dit, aux époques anciennes. Et depuis 1989 que tu as créé, je crois Marcia, la compagnie Système Castafiore avec Carl Biscuit, musicien émérite, bidouilleur extraordinaire qui nous invente des univers musicaux visuels depuis ce temps-là. Voilà, vous avez créé 22 spectacles, j'ai noté, ça m'a sidéré, parmi lesquels évidemment beaucoup de commandes de création. Et en général, et c'est ce qui m'a un peu titillé, c'est surtout sur des scènes de plus en plus grandes. Je crois que bientôt la cour d'honneur vous guette. Et moi, je vous ai proposé, dans les discussions qu'on avait, de venir sur le plateau du centre de développement chorégraphique, qui fait 10 sur 10. Comment vous avez appréhendé cet espace? Parce que là, on peut dire qu'on a une double chance, c'est qu'on a une création qui n'a jamais été présentée nulle part, dans un espace aussi restreint. Marcia? C'est un espace qui propose une proximité avec le public qui est exceptionnelle, et ça c'est pour une pièce comme la théorie des prodiges, c'est bénéfique parce que le public il est vraiment dans les illuminures, il est avec les personnages, et puis la voix de Camille prend une dimension
aussi émotionnelle très forte, puisqu'on la voit chanter de tout près. Et, je pense ça, je trouve que c'est très vrai, parce que moi, une des choses que je regrettais toujours dans vos spectacles, c'est que comme j'étais au rang Z du théâtre dans lequel vous jouiez, je voyais les choses extrêmement petites, et vraiment, il faut aller voir ce spectacle rien que pour ça. On a vraiment, avec ce système de la 3 dimensions, des projections que vous avez toujours exploité, et là vous êtes arrivé à un niveau de perfection maintenant, aucune panne, il n'y a pas de problème de vidéoprojecteur, on touche du bois, parce que c'est toujours la crainte avec tous ces objets, tous ces outils, et Carl Biscuit qui m'a assuré que ça n'arrivait jamais dans ses spectacles, donc je guette, mais je ne le souhaite pas, parce que ça serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas bénéficier comme ça de cette scénographie. On est vraiment comme sur un livre, c'est ça. Et comme vous avez choisi quand même une décoration, on va dire, c'est pas le bon mot forcément, mais des images qui sont projetées sur le plateau, qui sont projetées sur le lointain, qui sont projetées sur un filtre, un tulle à la face, ça crée une profondeur tout de suite. Et vraiment, oui, on est comme sur les grandes heures du duc de Berry, en train de voir comme ça des choses magiques qui se passent. Cette idée comme ça d'animer toujours du Moyen-Âge, de venir avec des métaphores, des grandes épopées comme ça, c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé. Pourquoi d'ailleurs, finalement? Sur ce projet-là, il y a ce titre, tu vois, Emmanuel, La théorie des prodiges, donc qui est un titre évidemment qui n'est pas tout à fait sérieux, on comprend facilement, et on avait envie d'interroger la notion de la disparition des mondes magiques. Donc d'interroger en fait notre époque à travers cela. Donc les références au temps reculé, à une époque où les prodiges, les miracles, enfin les manifestations de la nature, les éclipses, les comètes étaient interprétés comme des signes divins, comme il y avait un monde magique, des créatures, des hommes à l'apparence d'animaux, etc. Tout cet univers fabuleux a eu tendance à s'estomper, voire à disparaître avec la connaissance, les temps modernes, la science, et fort heureusement, on est sorti d'un monde d'obscurantisme, bien que de nouveau on va s'interroger sur le retour de l'obscurantisme aujourd'hui, et notre monde, ce monde magique a été remplacé par un monde de rationalité, Enfin, cela dit, il y a beaucoup de distance aussi, et il y a cette théorie sur l'infini que vous mettez en scène qui est extraordinaire et qui ne lasse pas d'interroger. Quand on sort de là, on réfléchit beaucoup à ce système. Est-ce que tu en dis un mot quand même sur cette théorie de l'infini, dans ce fameux grand hôtel? Oui, c'est-à-dire que justement, la disparition de ces mondes magiques, on peut s'interroger sur le réenchantement du monde, sur cette espèce de monde trivial dans lequel on est, et la magie, elle revient par le biais des sciences, par exemple, et de la mathématique, de la physique quantique. Donc, il y a aujourd'hui des théories, la théorie des cordes, la théorie des multi-univers, il y a toutes sortes de choses qui sont de l'ordre qui sont à peine compréhensibles. Donc on a mis en regard des images qui viennent d'un monde ancien, et en fait ce que ça représente aujourd'hui, où se trouve la magie, où se trouve finalement l'espoir d'un ailleurs, d'un dépassement, d'un autre monde qui nous permet encore de rêver, d'espérer, de ne pas sombrer dans la morosité complète. C'est ça. Voilà. Alors ce qui est vraiment frappant dans ce travail, c'est effectivement, il y a à la fois ces enluminures, ces choses qui semblent un peu datées, et ce discours très moderne, cette approche du monde, et finalement cette question que vous n'arrêtez pas de poser dans votre travail, qui revient comme ça de façon lancinante. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous faites, c'est que il n'y a pas forcément d'attaque agressive, mais vous mettez les choses en visibilité et vous laissez les gens interpréter. Vous avez votre point de vue, on le sent bien dans la mise en place, mais voilà, c'est toujours à partir de la poésie, à partir de la danse, à partir d'images symboliques. Alors on voit tout un tas, c'est Bruegelien cette pièce, on voit des visages avec un seul œil, on voit des pics comme ça avec voilà, vraiment des images anciennes, et puis tout d'un coup on a un discours tout à fait contemporain, moderne, sur la théorie de l'infini qui vient s'ajouter à ça, et c'est cette ambiance-là, c'est cette accumulation de micro-événements dans la pièce qui fait qu'on se sent en proximité avec ce travail, on n'est jamais éloigné ni du
coup de l'œuvre comme on est si près au CDC, ni aussi des problématiques que ça pose. On passe comme ça du monde du réel à l'irréel. Est-ce que c'est quelque chose que vous entretenez? Comment vous arrivez à nous happer comme ça? Par exemple, cette pièce, vous la travaillez pendant combien de temps avant d'arriver à cette perfection? Je vois à la générale, tu me disais, tout n'est pas encore là. Moi, j'avais l'impression que c'était déjà hyper chiadé, mais là, il manquait encore quelque chose, à ton avis? Oui, c'est parce que c'est un travail qui est appelé à évoluer, étant donné les différents espaces dans lesquels il va se trouver. Au CDC, c'est vraiment une boîte à musique, c'est une petite forme, les gens sont tout près et c'est très agréable. Parce que ce que tu annonces, c'est que ce spectacle, il va grandir au fur et à mesure, qu'il va aller dans d'autres belles salles, oui, c'est ça? Tout à fait, parce que on est en... Pour le Zénith, bientôt, c'est prêt. Non, mais son apogée, c'est peut-être le théâtre de Chaillot, Théâtre National de Chaillot, et aussi dans la grande salle, Monaco Danse Forum. Donc là, ce sont des plateaux qui sont immenses, effectivement. On a cette problématique de l'éloignement. Donc il y a un travail de mise en scène qui sera forcément différent, puisque voilà, on n'est pas dans le même rapport. Mais c'est vrai que ici, c'est très spécial, parce que même les danseuses, elles ressentent la salle beaucoup plus. Et comme on travaille sur des univers un peu fantomatiques par moments, avec des juxtapositions d'images et les corps qui sont derrière, un corps, en fait, elles sont deux, et toute cette démultiplication de l'image, quand on est prêt, c'est d'autant plus impressionnant, puisqu'on n'arrive tout de même pas à saisir exactement ce qui se passe. Et la magie opère, quoi qu'il arrive. Et alors c'est la deuxième fois, je crois, que vous venez à Avignon dans le cadre de l'été, si je ne m'abuse, si mes informations sont bonnes. Quel est l'enjeu pour une compagnie mondialement repérée comme la vôtre de revenir à Avignon? Est-ce que c'est un rendez-vous que vous aimez? Est-ce que Ah oui, c'est un rendez-vous incontournable. C'est vraiment, il y a une vibration, il y a une espèce d'émulation ici qui est exceptionnelle, qui est très particulière, et voilà, on est là, on rencontre tout le monde, c'est un carrefour obligatoire, et on est très content. La dernière fois, on est venu avec Encyclopédie des tendances souterraines, qui était une pièce qui parlait plutôt qui commençait avec Lacan et que se concluait avec Artaud, donc qui parlait plutôt de psychanalyse, et ça, enfin, les gens qui l'ont vu se rappellent encore. Et alors, sur l'univers musical, sur toute la créativité comme ça, vous avez comment vous procédez? Vous avez un travail de recherche qui prend appui. Comment tu fais pour arriver à trouver juste comme ça sur les petites phrases qui vont créer le lien, le sens? C'est assez mystérieux pour moi de connaître le processus de création de ce type de travail. Le processus de création, il est parfois également mystérieux pour moi. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est. Et en fait, souvent, on va essayer de substituer au sens obligé la cohérence. Donc, on va amener des éléments hétéroclites qui constituent un spectacle. Mais ça sous forme d'impro, comment vous travaillez avec les danseurs? Vous imposez une écriture? Non, on part souvent ce qu'on appelle le dispositif, qui est un ensemble un faisceau d'éléments. Voilà, le théâtre, c'est quoi? Un espace, un temps, il faut habiter cela. Donc on va se poser les questions du corps, de l'espace, de la scénographie, du son. En fait, on a envie de faire jouer tous ces éléments constitutifs de notre art. Et donc il n'y a pas de subordination entre ces disciplines, on met tout en œuvre. Donc il n'y a pas une danse qui précède une musique, ou le contraire, sauf en cas de nécessité par rapport à ce que l'on fait. Donc on va chercher, faire un travail de recherche d'éléments, de textes, d'images, de sons, de personnages, et trouver une cohérence. Et vous en enlevez beaucoup? Vous gardez tout? Non, on enlève beaucoup de choses. Vous enlevez beaucoup de choses. Oui. Et ensuite, on expérimente, on essaye de... Le but aussi, c'est d'échapper à l'ennui. Donc, ce qui est un pari difficile. Ce qui est
Mais il y a aussi le fait d'utiliser la technologie et la vidéo. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais pour casser pour contourner cette problématique de l'unité de lieu. On est donc dans un lieu, forcément, pendant 1 heure, les gens sont dans le noir et ils regardent cette boîte magique. Et à travers ce dispositif, on peut voyager dans l'espace, dans le temps et proposer une multitude de lieux en se servant de l'informatique, des images 3D, des tulles qui matérialisent la lumière et qui créent des mondes irréels. Et on aime bien parler de nous, parler de l'humanité à travers des personnages qui ne sont pas du tout réels, justement. Et je pense que c'est très difficile de parler du monde si on est réaliste. Et je pense que le théâtre, c'est un outil magnifique pour justement nous faire réfléchir, nous consoler de la mort même d'une certaine manière. Et cet espace-là, c'est un dialogue qui s'opère à un autre niveau. On n'est pas dans la trivialité, on est dans un espace qui est beaucoup plus ample, qui est l'imaginaire, qui est l'émotion. Voilà, c'est le dialogue de l'âme. Et c'est vrai que quand on entend chanter Camille et qu'on voit ces filles qui sont magnifiques sur scène, qui nous proposent des choses incroyables, très touchantes, des états de corps, voilà une complicité entre elles et un travail sur le temps qui est complètement irréel. On est touché, enfin j'espère, et à cette empathie. Je crois que l'imagination, l'imaginaire aujourd'hui, c'est un engagement presque politique, donc qui n'est pas de l'ordre je dirais, d'un engagement de texte social, enfin d'une espèce de réalisme social qui a aussi sa place. C'est pas non plus contre cela, mais aujourd'hui on a besoin de l'imagination, on a besoin de forme de jubilation, de joie, on a besoin de retrouver du partage, de s'élever, oui, de jouer sur des. On n'a pas forcément besoin non plus d'inventer, chercher à inventer cette espèce de modernité, de pseudo-modernité. Donc on colle beaucoup de références, beaucoup d'images venues de temps, on croise des choses, et c'est cette complexité-là qui, à nos yeux, paraît s'inscrire dans une forme de modernité. En tout cas, je vous recommande vivement Théorie des prodiges de la compagnie Castafiore qui se présente au centre de développement chorégraphique du 10 au 20 juillet, relâche le 15 à 21h45. Réservé car c'est plein, on en est à la liste d'attente. Donc il faut vraiment prendre ses marques. Merci beaucoup à vous deux et puis on se retrouve as soon as possible comme on dit. Et en tout cas, on est toujours sur l'écho des planches sur 100.1 FM. On est dans Réseau Danse et on va terminer par 2 artistes que nous avons eu le plaisir d'accueillir déjà cet hiver avec nos amis du Théâtre des Dons, donc Bénédicte Mottard et Coralie van der Linden pour Cortex, de la compagnie 3637. Alors là, il y a plein de choses que vous allez devoir nous expliquer. D'ailleurs, vous dansez toutes les deux cette pièce, vous l'interprétez, parce qu'il n'y a pas que de la danse, et puis il y a Philippe Lecrenier qui de temps en temps joue à Avignon, parfois à Dunkerque, mais souvent à Avignon. Voilà, la compagnie 3637, vous êtes constituée en compagnie depuis 2008, ai-je lu, et au début vous étiez 3. Où est le 3e? Non, j'ai mal lu. On est toujours 3, Et d'ailleurs Sophie, qui est la 3e artiste de la compagnie, arrive et présente aussi un spectacle dans le IN, dans les sujets à vif. D'accord, formidable, alors on va aller la voir. Alors racontez-nous un petit peu déjà l'énigme du nom de la compagnie 3637, d'où ça vient cette affaire? Vous voulez dire comment on s'est rencontrés? Non, je voulais dire le nom de la compagnie, ça nous a beaucoup intrigués. On n'a jamais eu la vraie explication. Les auditeurs veulent savoir pourquoi 3637 et pourquoi pas 1418. 3637, c'était l'idée de vouloir laisser une empreinte, de vouloir avancer aussi pas à pas dans la vie, dans le monde, dans notre rapport au monde. Et du coup, sur quoi on est, c'est sur les pieds. Aha. Et du coup, c'est simplement
nos Les pointures, allez, c'est extraordinaire. Il y a plein Ah oui, d'autres très significations concret. à ce chiffre. C'est aussi la bonne température, le bon nombre de... Enfin, voilà, c'est le nombre du bon, quoi. C'est ça, donc. Alors donc là, il y a quand même un ensemble, un spectacle total, comme on dirait Salvador Dali. Donc il y a quand même à la fois donc la présence de la danse, il y a la présence du texte, et là il est extrêmement primordial pour ce travail. Il y a la présence de la musique en direct qui accompagne complètement et crée aussi sa propre sphère, son propre univers, et l'ensemble fait cortex. La présence du texte, c'est un usage habituel dans la compagnie. C'est venu. Comment ça s'est passé cette connexion entre le texte et la danse? Cortex, en fait, c'est notre première recherche vraiment sur ce registre-là. C'est la première fois que, en tout cas, Coralie et moi, on s'est rencontrés et on a vraiment voulu s'atteler à cette tâche de mélanger le langage du corps et le langage des mots. On était très intéressés par l'interprétation que le public fait de ce que le corps dit et de ce que les mots disent. Et est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? Comment est-ce que ces deux langages se rencontrent, s'entrechoquent, s'entremêlent, se métissent? À la base, moi je suis danseuse et Coralie est comédienne, mais on se connaît depuis longtemps et on a toujours beaucoup été sur l'autre terrain et on avait vraiment envie de mélanger ces deux disciplines-là. C'est quelque chose qui se fait beaucoup depuis un petit temps, mais on avait envie, en tout cas nous, de chercher à comment ça pouvait devenir un seul et unique univers, et pas en tout cas de rester chacune dans ce registre. Et donc ça a démarré par, ok, on choisit une histoire, une anecdote, comment est-ce que le corps l'interprète et comment est-ce que les mots l'interprètent. Et très très vite dans notre recherche, le thème de la mémoire et des souvenirs et de l'enfance s'est imposé comme le thème, le premier thème en tout cas sur lequel on avait ces deux langages de toute façon. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un spectacle que vous destinez aussi au jeune public, à tout le public, mais au jeune public, et qui fonctionne très bien sur les enfants, parce que on parle d'un texte, mais vous n'avez pas mis la dernière nouvelle de Kierkegaard en scène. Vous avez créé aussi voilà, votre écriture. C'est un texte que vous avez composé. C'est ça. On a composé tous ces textes, tous ces mots vraiment lors de laboratoires, d'improvisation. On a vraiment cherché très souvent, très longtemps, pendant des années, c'est ce langage hybride. Mais il y a une sorte de cadavre exquis qui s'installe. On a des accumulations de mots, et d'ailleurs vous faites un travail extraordinaire, et c'est très drôle pendant le spectacle où tout d'un coup vous déconstruisez carrément votre propre histoire, vous mélangez les situations avec les personnages, et donc du coup on n'arrive plus... On ne sait plus en fait quel est le vrai souvenir. Oui, c'est sûr que tout se répète. Mais en tout cas c'était son père, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'histoires de père, effectivement. La famille est très présente. Est-ce que le père est présent? Peut-être moins. Mais oui, c'est sûr que tous ces mots s'entremêlent, s'entrechoquent, comme parfois le corps, il ne sait plus s'il a envie de se rappeler la même chose que les mots. Enfin, on avait l'impression vraiment que parfois le corps se rappelait des choses différemment que le récit. Et donc tout ça, c'est avec des anecdotes à nous. Après, on ne voulait pas un spectacle narcissique. On a vraiment retravaillé à table, alors vraiment plus sur le plateau avec le corps, mais vraiment dans une dramaturgie pour ouvrir vers l'universel, pour que chacun puisse y mettre un peu de son vécu à lui. Et donc chaque spectateur pourra vraiment sentir ses émotions à lui, ce qu'il a besoin aujourd'hui, et un enfant de 8 ans comme un grand de tous les âges. Ce qui est surtout formidable, c'est que vous écrivez quelque chose que les parents ou des adultes qui côtoient des enfants vivent tous les jours. Et moi je me souviens par exemple quand ma petite nièce vient ici, quand elle était plus petite, parce que maintenant elle est adolescente, qu'elle nous a raconté ses histoires, il y a effectivement toute cette magie. Et alors je trouve que la réussite de la partie du texte, c'est toute cette histoire avec les jeux électroniques sur le il y a un peu de Mistral là dans la calade, donc on a quand même tout ce travail sur comment il faut faire pour tuer les princesses, et ça c'est extraordinaire parce que c'est exactement ça. Alors tous les adultes regardent les enfants tout à fait interloqués en n'ayant strictement rien compris à ce qui se passe, mais eux ils sont à fond dedans, et alors ça c'est vraiment typique d'une génération en plus. C'est ça qui est intéressant dans ce travail, c'est que vous avez quand même touché du doigt des choses tout à fait essentielles du monde contemporain dans lequel vous évoluez.
En fait, sans bêtifier surtout, c'est-à-dire sans être dans la gagaterie qu'on peut voir dans certains spectacles jeunes publics. Vous touchez à deux choses qui sont vraiment très importantes pour nous. Dans le spectacle, c'est très 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 fréquent que les enfants, les ados et les adultes soient hyper touchés à des moments hyper différents. Et on aime beaucoup ça. C'est pour ça qu'on aime bien l'appeler un tout public, parce que chacun prend vraiment son climax, son point important à des endroits différents, parce que ça parle de l'enfance, mais ça parle de comment on grandit à travers tout ça. Ça parle de comment en tant qu'adulte on reconvoque l'enfance, ça parle de comment en tant qu'enfant on croit à l'avenir. Ça fait des allers-retours dans tous les sens, et on aime bien que les adultes soient complètement interloqués de voir les enfants toucher à un autre endroit, et que les enfants disent non, moi je n'ai pas du tout compris ça. On aime beaucoup ça. On trouve que c'est très parlant aussi de l'intergénérationnel. Et l'autre chose dont tu parlais, c'est le fait de ne pas infantiliser. On croit beaucoup à ça. On croit beaucoup que les enfants sont des petites grandes personnes. C'est ça. Et pas des gagas, effectivement. Et qu'ils ont une intelligence immense, qu'il faut juste leur faire confiance, et ils vont chercher tout ce dont ils ont besoin. On n'a pas besoin de leur expliquer. Et moi, surtout, ce que j'ai trouvé, c'est que vous étiez avec des choses très simples, des cartons, des images, des pots de confiture. Vous créez une féerie, on en parlait tout à l'heure avec les Castafiores, à votre manière. Vous n'en êtes pas encore à faire des vidéoprojections, mais avec la musique, je trouve que vous avez fait des choix entre un texte extrêmement concret, une danse tout à fait qui habite l'espace. C'est pas une danse qui est modeste à l'intérieur du dispositif, c'est une vraie danse, et on sent pas du tout qu'il y en a une qui est plus comédienne et l'autre plus danseuse. Ça, vraiment, c'est bien. Il n'y a pas de différence, et dans l'inverse, c'est aussi vrai, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui a l'air en difficulté étant danseuse à interpréter un texte, et même, j'ai envie de dire, parfois on doute, et j'apprends là, et je l'ai noté sur mes notes, que c'était toi la danseuse et elle la comédienne à la base, parce que ça se ressent pas du tout, et ça, c'est aussi une des réussites du spectacle. En tout cas, je trouve qu'il y a une vraie féerie qui s'installe, et un vrai travail qui nourrit l'imaginaire avec des vraies bases concrètes. Merci beaucoup. Mais c'est sûr que la musique nous aide vraiment. On a travaillé directement avec le musicien depuis le début, depuis très très tôt, parce qu'on voulait que la musique soit pareille que les autres disciplines. Ça veut dire être elle n'est pas illustrative. Voilà, elle n'est pas illustrative. Elle ajoute d'autres souvenirs, elle ajoute vraiment à ce qui se passe sur le plateau. Et le musicien Philippe a créé vraiment avec des sonorités de l'enfance, des choses, il loupe des choses qui se répètent aussi. Donc il y a vraiment un peu les mêmes clés à travers. Puis vous l'avez pas choisi de le rendre mystérieux en le mettant en bande son, il est en direct avec vous, donc il interfère complètement si des fois vous êtes un peu en avance, il peut tout de suite envoyer le son qui va avec le moment qui suit. Ça, c'est formidable. C'est un choix par rapport à chaque chose, en fait, aussi bien par rapport à la musique que par rapport à nous, par rapport à, j'allais dire, nos entrées et nos sorties. Il y a donc une entrée, parce qu'on ne sort plus après. C'est ça. Et on a pris le parti de ne pas cacher les jolies choses du théâtre. Vous parliez du mot concret, quotidien tantôt. C'est concret, c'est là, on est là, bonjour, vous êtes là, bonjour. On vous raconte un truc, on a un carton, on a une photo, on a une lampe, vous avez bien vu qu'on l'a prise et qu'on vous montre autre chose. Et il n'y a pas d'effet. Ça parle vraiment de la simplicité basique, presque, j'ai envie de dire, humaine, animale, qu'on ressent tous. Et du coup, on n'a pas voulu d'artifice. Et malgré cette simplicité, vraiment, je pense que les gens peuvent vraiment ressentir des fortes émotions. Oui, c'est pas du tout cucul à praline, hein, c'est tout à fait profond, oui, absolument. Je pense qu'il n'y a pas. C'est à la fois très visible, comme vous l'avez dit, par les enfants, parce qu'il y a plein d'histoires qui les toucheront. Il y a plein de choses sur le plateau qui sont mises en place pour qu'ils soient concernés, mais il y a aussi plein de choses qui font réfléchir les adultes, surtout sur leur rapport aux enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a toute l'après-midi dans une voiture quelqu'un qui raconte une histoire et que ça nous passionne la moitié, mais qu'on est obligé de l'entendre pour pas qu'il fasse une crise ou qu'il soit vexé, etc. C'est
vrai que moi ça m'avait vraiment fait penser à ça quand vous racontez les histoires et que vous entrecoupez comme ça sans arrêt vous interférez les unes sur les autres, c'est exactement ça. Et à la fin, moi, quand ma petite nièce me parlait, je savais plus où j'en étais. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous avez privilégié pour ce spectacle parce que vous vouliez faire un spectacle tout public, ou est-ce que c'est quelque chose sur cette espèce de concret, cette écriture extrêmement pragmatique que tu décrivais, est-ce que c'est quelque chose que vous poursuivez toujours dans votre travail, ou c'est juste sur cet épisode-là? C'est quelque chose qu'on veut poursuivre en tout cas, c'est la première fois. Enfin, on fait dans la compagnie des spectacles jeune public, des spectacles pour adultes, des spectacles de danse, de théâtre, de marionnettes. En fait, on ne s'arrête pas. Oui, on n'a pas l'impression que la forme prime. On veut vraiment parler d'abord d'un fond, du monde, tout ça. Par contre, le côté pragmatique et le caractère concret de lien au public et de ici et maintenant, et ça pour nous c'est vraiment une base. C'est une base dans la considération du public en face de nous. C'est une base dans quel état je me mets pour monter sur un plateau, et du coup à partir de quel centre d'émotion quand même fort et de corps, d'état, on démarre à chercher sur un sujet. Voilà. Après, esthétiquement, il y a différentes créations qui vont se développer au sein de notre compagnie, que ce soit Coralie, moi, ou ensemble, ou avec Sophie Linsmo, voilà. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un rapport au monde. C'est un rapport au monde, à l'émotion, à l'humanité aussi, à la liberté. Et le prochain spectacle de la compagnie sera plutôt dans le genre Cortex. Voilà. Et d'ailleurs, notre metteur en scène, Baptiste Isaiah, sera présent lui aussi sur la prochaine création. Ok, d'accord. Et du coup, Avignon, c'est la première fois pour vous, pour une compagnie comme la vôtre? Ça représente quoi d'être venu faire Avignon, le off? On est très contente. On est encore une jeune compagnie. Et Cortex, je pense que c'est le bon moment pour ce spectacle-là. Et on est très content d'être aux Hivernales, d'être aussi en partenaire avec le Théâtre des Dons. Donc vraiment cette reconnaissance de la Belgique et puis des Hivernales. Donc c'est vraiment très important pour nous. Voilà, on est très très émus. Et puis de se retrouver, comme disait Coralie, cette année avec ce spectacle Cortex, et puis avec Frozen au sujet à vif dans le in de Sophie. Ça veut dire qu'on est là avec deux spectacles. Il y a un aboutissement, je sens que vous êtes contente. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Bénédicte et Coralie. Il faut absolument aller voir donc Cortex de la compagnie 3637 que vous dirigez avec Sophie, qui va arriver incessamment sous peu, mais qui ira